Ça vaut le coup sur Boursorama, c'est l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de ces secteurs qui tirent leur épingle du jeu dans ce contexte de guerre en Ukraine. Bonjour Olivier Baduel. Bonjour. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de gagnants, parce que pour le coup, il y a des secteurs qui bénéficient, j'ai envie de dire malgré eux, de l'impact, encore une fois, de cette guerre. On pense spontanément à la hausse des cours des matières premières, qui évidemment est favorable à beaucoup d'acteurs de l'énergie. Oui, je pense qu'avant de parler de gagnants, on peut parler et avoir une pensée pour le peuple ukrainien et pour les victimes. À côté de ça, effectivement, il y a forcément en bourse des gagnants et des perdants. Et sur les principaux gagnants, c'est d'abord ceux qui bénéficient de la hausse du prix des matières premières, donc à la fois le secteur du pétrole et puis le secteur des mines. Mais à côté de ça, il y a également le secteur de la défense, qui est un secteur qui finalement tire parti de la très forte hausse des budgets de défense. Notamment, on a entendu en Allemagne la volonté de réaligner les dépenses sur 2% du PIB et une augmentation de 100 milliards, donc très importante, très vite. Ouais, et donc ce sont les gagnants que vous qualifiez de premier rang. Après, c'est pas très ESG, très ISR, ça, ces secteurs, l'énergie, la défense. On se dit que c'est pas, pardon, mais c'est pas ce qu'on attend d'un secteur, le militaire. Le secteur de la défense, qui, il faut le rappeler, est autorisé d'ailleurs par le label ESG du gouvernement. Après, est-ce que c'est un secteur qui a été largement controversé? Comment savoir si... Donc maintenant, il serait durable et responsable, le secteur de la défense? En fait, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est un secteur qui va être largement débattu dans la taxonomie sociale européenne. Et on voit bien qu'en France, effectivement, le label gouvernemental n'a pas interdit, contrairement à d'autres labels, comme le label allemand ou le label luxembourgeois. Et donc, finalement, la responsabilité, elle revient aux asset managers, donc aux sociétés comme nous, de définir une politique responsable vis-à-vis de l'armement. Alors comment on fait notamment de définir une politique très précise sur les armes controversées. Et d'être très exigeant vis-à-vis des sociétés de défense. Donc au-delà des armes type armes submunition ou type mines antipersonnelles, c'est de définir toute une panoplie en fait, d'armes qui sont controversées, qui ne doivent pas être utilisées. Et donc ça peut conduire à des exclusions ou alors, à l'inverse, à pousser des sociétés à sortir, par exemple comme Thales, qui était un utilisateur du phosphore blanc et qui a pris l'engagement de sortir au 1er juin de cette matière première qui peut créer par exemple des bombes incendiaires. Mais philosophiquement, la question se pose. Après, on peut se dire qu'aussi, si c'est pour préserver la paix, encore une fois, ce secteur-là, éviter la guerre en préservant la paix, ou voilà, de manière dissuasive, on peut comprendre que ça puisse rentrer dans cette... Là, je pense qu'on est tout à fait dans ce cas-là. C'est qu'on a vu finalement que jusqu'à présent, c'est la dissuasion nucléaire qui faisait l'essentiel de la politique de défense et qu'aujourd'hui, on a besoin, pour préserver la paix, pour préserver le modèle social des entreprises de l'Europe et des pays développés, d'avoir finalement un niveau d'armement. Et donc, si on pense par exemple au budget allemand et aux 100 milliards qui vont être dépensés, c'est clairement pas pour aller faire la guerre, c'est simplement pour être en dissuasion et pour dire finalement ne nous attaquez pas, pour préserver la paix, il faut préparer la guerre. Et donc ce secteur de la défense, et pas toutes les valeurs j'imagine, peuvent donc rentrer dans une grille de lecture ESG pour le coup? Aujourd'hui c'est le cas dans les labels, notamment le label gouvernemental français. Et puis, ça sera de notre responsabilité, encore une fois, à bien définir les limites qu'on doit porter. Dans les secteurs, là pour le coup, c'est rien à voir. Il y a des secteurs plus défensifs, dans un environnement qui est plus incertain. Voilà, des entreprises qui sont, voilà, je sais pas, on peut penser aux services aux collectivités, parce qu'on a toujours besoin d'eau. Oui, tout à fait. Alors, les secteurs qui bénéficient indirectement de cet environnement qui apporte une certaine incertitude d'un point de vue macroéconomique, ce sont les secteurs traditionnellement considérés comme défensifs, donc les utilities, les télécoms, la pharmacie, l'agroalimentaire. Et si on prend le premier sur les utilities, donc les services aux collectivités, finalement, c'est des secteurs qui ne pâtissent pas trop, qui ne souffrent pas trop d'une dégradation de l'environnement économique. Et puis aussi, il y a également le nouveau plan européen, donc de Repower EU, qui a pour ambition d'accélérer la transition et donc notamment de sortir du gaz russe et avant 2030 de se priver complètement de ce gaz russe. Donc là, il peut y avoir des boosts intéressants pour les entreprises dans ce secteur-là. Et je pense notamment à des choses très innovantes comme l'hydrogène, comme le biométhane, qui sont des technologies qui émergent et qui vont bénéficier finalement de l'accélération de cette transition.
Et dans le secteur des services aux collectivités, il y a encore une fois quelques exemples qu'on peut donner? Ah oui, il y a des exemples très intéressants, notamment avec l'accélération qu'on va avoir sur l'hydrogène et sur le biométhane. On a deux sociétés qui sont particulièrement innovantes, des PME françaises récemment introduites en bourse. Donc, par exemple, Waga Energy, qui produit du biométhane à partir du gaz de décharge, donc, qui a passé des très beaux contrats et qui vient de lancer la plus grosse usine européenne à Clé-Souilly avec Veolia. D'ailleurs, il y a Total et Veolia qui se sont associés dans le but d'extraire finalement ce biométhane dans les décharges et donc d'éviter en fait des émissions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très 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 impactant, puisque là, on produit finalement à partir d'un gaz de décharge un biométhane qui va se substituer à du gaz qui serait par exemple acheté en Russie. Un autre exemple très intéressant, même si la technologie est un petit peu plus récente, c'est Hafner Energy. Là, pour le coup, c'est de la valorisation de la biomasse avec une technologie qui est différente. Pour Waga, on parle de cryogénisation. Pour Hafner, c'est de la pyrolyse. Et là, on va permettre de produire en fait de l'hydrogène à partir de la biomasse. Et pour chaque kilo d'hydrogène qui est produit, il y a 17 kg de CO2 équivalent qui est séquestré. Donc véritablement un processus technologique qui est particulièrement innovant et qui va permettre d'avoir un effet net positif par cette réduction des émissions de CO2. Donc en ne misant pas seulement sur les gros acteurs. Là, ce sont deux petites sociétés effectivement récemment introduites en bourse, dont les capitalisations boursières pour Waga un petit peu plus importantes, un peu plus de 500 millions, et pour Hafner un peu moins de 300 millions. Donc véritablement des acteurs innovants qui vont profiter, là, pour le coup, de l'accélération de la transition et qui en plus apportent des solutions véritablement très positives pour l'économie. Mais dans les télécoms, la pharmacie ou même l'alimentaire, on discrimine, j'imagine, ce n'est pas toutes les valeurs, encore une fois, qu'il faut là aussi appliquer un filtre ESG. Alors, il y a un filtre ESG pour sélectionner indirectement quels sont les meilleurs élèves de la classe. Pour autant, là, c'est plus un effet sectoriel, en fait, où toutes ces sociétés qui sont moins dépendantes de l'économie, finalement, bénéficient en relatif de l'environnement. Pour autant, il y a des sociétés chaque fois qui sont plus ou moins vertueuses. Dans le secteur de la santé, je dirais que c'est l'ensemble du secteur qui en bénéficie. Dans le secteur des télécoms, on va avoir des questionnements sur la capacité à passer un peu plus de hausse de prix, puisque forcément les effets indirects de cette crise, c'est une augmentation du prix de l'énergie, c'est potentiellement derrière une augmentation également des salaires compte tenu du contexte inflationniste. Et là, on sait que c'est un secteur qui aujourd'hui est en difficulté pour passer des hausses de prix. Donc là, ça sera peut-être plus d'un point de vue géographique qu'on aura des gagnants et des perdants. Ouais, avec un risque baissier évidemment dans cet environnement, avec plus d'inflation, moins de croissance, un risque macroéconomique qui est plutôt baissier. Et donc pour vous, l'idée, c'est aussi de regarder les zones géographiques qui sont moins impactées. On sait que l'Europe est plus impactée par cette guerre en Ukraine. Et donc peut-être regarder des entreprises qui sont moins sensibles, encore une fois, à cet impact-là, peut-être plus exposées notamment au marché américain. Alors ça, peut-être à plus long terme, effectivement, les effets indirects de la crise ukrainienne, c'est une pression sur le prix des matières premières, notamment du gaz. Et ça touche plutôt l'Europe. Donc on peut imaginer que la croissance économique soit plus faible, plus impactée directement sur l'Europe, un petit peu moins sur les États-Unis. Donc dans cet environnement-là, on va être très précautionneux, on va regarder les sociétés qui ont véritablement un pricing power, qui ont la capacité d'augmenter les prix pour faire face à cette augmentation des coûts. Et puis en termes de géographie, il est clair que les États-Unis, par exemple, sont moins directement impactés puisqu'ils produisent eux-mêmes l'essentiel du pétrole et du gaz qu'ils consomment. Donc typiquement des sociétés qui seront plutôt exposées aux États-Unis et un peu moins en Europe, qui auront un bon pricing power, vont être des sociétés gagnantes dans l'histoire. Allez, merci Olivier Baduel, merci à vous. Et Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.